Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les traces, les RSCA et les GEAP. Tout d'abord, pourquoi faire des traces? Il s'agit d'analyser et de prendre du recul à froid sur une situation qui nous a posé problème, sur les émotions qu'on a pu ressentir devant une situation ou un patient. Il faut se poser des questions. Il faut ensuite chercher et écrire les réponses, et la bibliographie pour ça va être très importante. Tout ce système va nous amener à faire une boucle d'apprentissage qui va montrer notre réflexivité. Pour illustrer la boucle d'apprentissage, je vous propose un petit schéma. Tout d'abord se pose un problème, une situation qu'on a eu du mal à gérer. Ensuite, on va analyser le problème. Puis on va faire des recherches et enfin trouver une solution ou des solutions. Et la prochaine fois qu'on retombera sur ce même problème, on ira directement aux solutions. Pour faire simple, il s'agit d'une remise en question de notre pratique quotidienne qui va nous amener à réfléchir et à progresser. C'est ce que devraient faire tous les médecins. De quoi se compose une trace? Tout d'abord, il y a le récit de la situation qui nous a posé problème. Ce récit mène à une problématisation qui elle-même mènera à faire des recherches qui seront regroupées dans la bibliographie. Il faudra faire une synthèse de toutes ces recherches et ne pas oublier d'inscrire les familles et les compétences travaillées dans la trace. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur la rédaction du récit. C'est une situation qu'on a vécue personnellement, il doit donc être rédigé à la première personne. C'est un récit authentique, c'est-à-dire que c'est une situation qui a été vécue, et pour s'en assurer, il faudra qu'il soit signé par votre MSU. Ce n'est pas un cas clinique, c'est donc pas la peine d'ajouter trop de renseignements médicaux, il faut juste ce qu'il faut pour comprendre le problème. L'important, c'est le ressenti. Vous vous êtes senti en difficulté par telle ou telle chose. Et enfin, le récit doit faire ressortir le questionnement. Un exemple de récit. Après l'initiation de l'antibiothérapie, la fièvre de Monsieur M n'est pas tombée. Dans la suite, le patient s'est retrouvé en choc septique. Une autre façon de le dire, malgré l'antibiothérapie, je m'inquiétais de l'état de Monsieur M qui présentait toujours de la fièvre. Mes craintes se sont réalisées lorsqu'il a commencé à entrer en choc septique. La deuxième version est la meilleure parce qu'on fait ressortir l'inquiétude que l'on a envers ce patient. De ce texte peut ressortir la problématique: comment aurais-je pu anticiper la dégradation du patient? Deuxièmement, la problématisation. Si le cas que l'on a rédigé était assez simple, on peut trouver le problème tout seul. Si on a un peu plus de mal, si la situation était plus complexe, qu'on s'est senti mal à l'aise face à une situation ou un patient mais qu'on ne sait pas vraiment dire pourquoi, on peut en parler en GEAP ou avec son MSU ou un co-interne qui vont nous aider à faire la lumière sur tout ça. La problématisation est rédigée sous forme de questions, qui est en rapport avec le récit et la pratique de la médecine générale. Les questions posées doivent être précises. Plus ce sera précis, plus les recherches seront faciles à faire. Des exemples et des contre-exemples de questionnement. Quelles sont les indications de la thrombolyse dans le cadre d'un AVC? Ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de la pratique de la médecine générale. On n'aura pas à faire de thrombolyse dans notre cabinet, donc ça ne nous concerne pas vraiment. Par contre, une question qui pourrait être intéressante si notre récit parle d'un patient qui serait venu avec l'impossibilité de lever son bras droit depuis 1 heure, ce serait: quelle prise en charge préhospitalière d'une suspicion d'AVC? En deuxième exemple, quelles sont les recommandations hygiéno-diététiques? C'est une question beaucoup trop vague. Il y a beaucoup trop de recommandations hygiéno-diététiques. Il faut recentrer un peu sur ce qui nous a posé problème dans le cas qu'on a présenté. Donc, par exemple, quelles sont les recommandations hygiéno-diététiques dans le cadre d'un patient diabétique? Si le récit portait sur un patient diabétique qui avait, par exemple, une hémoglobine glyquée mal équilibrée. Enfin, mise au point sur la relation médecin-patient. Ce n'est pas une question, donc ça ne rentre pas dans le cadre d'une trace. On pourrait reformuler en disant: quels sont les piliers de la relation médecin-patient? Troisièmement, les recherches. Elles peuvent être faites sous plusieurs supports.
par exemple sur Internet, dans des livres ou dans des magazines de médecine. Ça peut aussi être des échanges avec votre groupe de GEAP ou avec vos MSU et vos cours internes. La méthode de recherche est très importante. Il faut savoir où chercher ses sources. On ne va pas aller les chercher n'importe où. On va aller les chercher sur des sites qui sont connus, des revues qui sont réputées. Il faut qu'il y ait un certain niveau de preuve quand même. Ensuite, il faudra faire la synthèse des sources. Pour une question, on peut avoir plusieurs sources. Et il faut que ces recherches soient applicables en médecine générale. Quatrièmement, la bibliographie. C'est là où on va référencer toutes les sources qu'on a trouvées dans la trace. La bibliographie doit être écrite en référencement Vancouver, c'est celui qu'on demandera pour la thèse. Le référencement Vancouver, je vous ai mis un exemple en bas. Il faut avoir le titre de l'étude, les noms des auteurs, la date et le lieu de publication. Donc, par exemple, ici, il s'agit des professeurs du DUMG, donc Robert J, Loverja F et Dibaodina C, sont les noms des gens qui ont effectué l'étude. Puis le nom de l'étude, prise en charge par les médecins généralistes des aidants de patients atteints de démence de type Alzheimer ou apparenté. Ensuite vient la revue, exercée, la date, 2019 février, et puis 52.7 qui sont les références de la publication dans la revue exercée. C'est un peu fastidieux à écrire tout seul, c'est pour ça qu'il y a des logiciels qui existent comme Zotero ou Mendeley pour référencer automatiquement dans le logiciel, puis après dans votre document Word. Ensuite, il faudra faire une synthèse de tout ça. Il faudra faire un résumé des nouvelles connaissances acquises, montrer en quoi ça a changé notre pratique, et rédiger un plan d'action. Par exemple, j'ai été mal à l'aise en m'occupant d'un patient qui venait de faire une TS, notamment l'interrogatoire. La question aurait pu être: comment aurais-je pu être plus à l'aise? Ensuite, on fait des recherches sur l'interrogatoire d'un patient suicidaire. Et en synthèse, on peut résumer: la prochaine fois, je n'hésiterai plus à poser des questions qui me dérangent, car il en va de la sécurité du patient, et ces paroles ne seront pas mal prises, bien au contraire. Ça fait partie de la boucle de réflexivité. Enfin, il ne faudra pas oublier d'écrire les familles et les compétences que vous avez travaillées. Il faudra bien les détailler. Il existe un tableau des niveaux de compétences pour vous auto-évaluer sur le site du DUMG. Je vous mettrai les liens dans la fin du diaporama. Il y a également un tableau croisé de familles compétences à compléter qui sera à rendre pour l'évaluation finale. Donc n'oubliez pas de le compléter au fur et à mesure. Quelques remarques à propos des traces. Il n'y a pas de taille prédéfinie ou obligatoire. Ça peut être une mini-trace, ça peut être quelques lignes parce qu'on a oublié telle ou telle recommandation et qu'on voudrait se les remettre en tête. Ou ça peut carrément être un récit de situation complexe authentique, ou RSCA, qui est un récit beaucoup plus détaillé. On verra ça tout à l'heure. L'important, c'est de montrer ces cheminements de pensée et de faire une boucle d'apprentissage pour notre future pratique. Il y a plusieurs types de savoir, le savoir théorique, le savoir-faire et le savoir-être. Une trace peut couvrir tous ces champs, parce qu'ils font partie de la médecine générale. Il ne faut pas oublier de faire signer vos traces par les MSU, pour que le récit soit considéré comme authentique. Maintenant, nous allons parler des RSCA. Comme je viens de le dire, c'est donc un récit de situation complexe authentique. C'est plus détaillé qu'une trace simple. Il y a entre 3 et 6 questions qui couvrent les différents champs de la médecine générale. Ça peut être psychologique, biomédical, médico-légal ou social. Il faudra faire une synthèse globale des différents champs que l'on a abordés. C'est ce qu'on fait tous les jours en médecine générale au cabinet. Un petit mot sur les GEAP. Ce sont des groupes d'échange et d'analyse de pratique. Donc ça se fait avec des co-internes et un médecin qui chapeaute le groupe. C'est en général 2 séances qui ont lieu à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. La première séance, on présente son récit, puis 15 jours après, on présente ses recherches. C'est souvent l'occasion d'écrire des RSCA, parce que ça va nous aider dans nos recherches de parler en groupe à plusieurs. Ça va nous aider à faire la lumière sur ce qui nous a posé problème et à rédiger au mieux les synthèses.
Le récit est envoyé une semaine avant la première date. Il doit faire 2 pages maximum, ça doit être un fichier Word, et la police Arial 10, interligne 1.5. C'est pour avoir une uniformité des traces. Ensuite, après la première présentation, on va ajuster le récit ou les problématiques. Si on n'a pas trouvé de problématiques, le groupe va pouvoir nous aider à les formuler correctement. Donc pendant les 15 jours à venir, il va falloir faire des recherches et écrire ces recherches. Puis après, on en discutera en groupe. On verra quelle recherche était pertinente, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qui manque à notre recherche. Ensuite, on ajuste. Et enfin, on obtient notre RSCA final ou notre trace finale selon ce qu'on a voulu écrire. Et c'est à envoyer au médecin qui a présenté la GEAP dans la semaine ou les 15 jours suivants. Comment chercher? Pour les données biomédicales, il y a différents annuaires qui sont disponibles comme le SysMef ou PubMed, même si le DEMJ ne recommande pas l'utilisation de PubMed. Il y a des revues de référence indépendantes comme Exercer, Prescrire, Cochrane. On peut également faire ses recherches sur les sites des sociétés savantes, comme la Société française de cardiologie par exemple. Il y a aussi des organismes de recommandation et des autorités sanitaires comme la HAS. Pour les données non biomédicales, c'est un peu plus compliqué. On peut se tourner vers les livres, on peut aller à la BU ou sur des sites spécialisés, par exemple Légifrance pour tout ce qui est médico-légal. Il y a d'autres annuaires qui sont disponibles, un peu comme PubMed, c'est le Cairn ou la Banque de données de santé publique. Enfin, on peut mettre à profit nos formations médicales continues. Si on a fait un congrès sur telle ou telle pathologie, on peut en profiter pour l'intégrer à ces traces. Ou on peut également rédiger nos échanges avec d'autres professionnels. Ça compte comme un référencement. Pour finir, je vous ai mis quelques liens universitaires. Pour avoir accès gratuitement aux sites comme PubMed, Cochrane, vous pouvez y aller via l'ENT. C'est une page qui a été faite par la fac pour avoir accès à toutes les choses qui normalement sont payantes. En tant qu'étudiant, on a le droit d'y aller. Je vous laisserai regarder. Pour plus de précision, vous avez le guide de rédaction des traces d'apprentissage fait par le DUMG. Ensuite, si vous voulez savoir si votre trace est un RSCA ou pas, vous avez la grille d'évaluation de RSCA, toujours publiée par le DUMG. Pour votre auto-évaluation, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, vous avez le PDF des niveaux de compétences en médecine générale. Et enfin, les tableaux des familles et compétences et des niveaux de compétences en phase socle sont à télécharger sur le site du DUMG. C'est ce qu'il faudra envoyer pour votre validation de fin de phase socle. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.